L'enjeu, il est là de voir comment, face à ce déluge d'innovation, ce déluge de technologie, mettre en place ce modèle intégratif qui permettra demain d'en faire des opportunités, non pas des risques, d'en faire des chances pour l'hôpital et pas une ubérisation que certains annoncent déjà. On va en parler. Je vais vous présenter les uns les autres rapidement. Solange Mérival, bonjour. Vous êtes cofondatrice du think tank Stratégie Innovation Santé, ancienne vice-présidente pour la région Aquitaine sur les questions de santé. Vous avez récemment publié un rapport percutant sur le futur du système de santé face aux innovations en transformation annoncées, avec plusieurs scénarios, dont l'un qui dit que les GAFA prendront peut-être bientôt le pouvoir dans le monde de la santé. Vous allez travailler à l'animation bientôt aussi d'un forum Avenir Santé en Aquitaine, en collaboration avec l'ARS, qui traitera de toutes les questions d'innovation et de mutation en santé. Donc, vous nous parlerez de ces scénarios qui seront au cœur aussi de ce forum-là. Samuel Mercier, bonjour. Vous êtes infirmier où on se demande, mais finalement on se dit peut-être aux pompiers de Paris quand on vous voit. En effet, vous êtes surtout aussi lauréat du concours Lépine 2018, ce qui n'est pas rien. On parlera de votre incroyable parcours d'inventeur et des difficultés aussi que vous avez pu rencontrer au fil de ce parcours. Jean-Yves Fagon, bonjour. Professeur de médecine, délégué ministériel à l'innovation en santé depuis 2016. Vous avez mis en place différents dispositifs, dont un guichet pour accompagner les porteurs de projets. Et vous réfléchissez aussi aux évolutions des politiques publiques en matière d'innovation santé. Votre regard nous sera précieux, comme on peut l'imaginer. Professeur Laurent Bertoletti, bonjour. Vous êtes pneumologue, professeur de thérapeutique, spécialisé en médecine vasculaire pulmonaire au CHU de Saint-Étienne, stéphanois revendiqué. D'ailleurs, vous allez reprendre le train après et vous nous quitterez peut-être un peu avant parce que la SNCF a ses horaires. Vous êtes l'auteur de la contribution recherche du fameux groupe Rapport des 26 dont on parle depuis ce matin, où vous réfléchissez à la manière dont les politiques de recherche hospitalière pourraient évoluer et mieux intégrer ces enjeux d'innovation. On va en parler ensemble, mais avant de voir comment les politiques publiques peuvent répondre aux enjeux des innovations qui nous attendent dans le monde de la santé, eh bien, il faut voir ces innovations elles-mêmes. Et on aura aussi avec nous Luc Pierron, mais par vidéo, qui nous parlera, et je vous le présenterai à ce moment-là. On va voir deux exemples, je dirais, aux deux bouts du spectre de ce qu'est l'innovation dans le champ de la santé aujourd'hui. On va parler tout à l'heure avec Luc Pierron d'intelligence artificielle et de ses impacts dans le monde de la santé. Mais aujourd'hui, il y a la révolution technologique et puis il y a les inventeurs, ceux qui, dans leur coin, mettent au point des projets qui peuvent révolutionner beaucoup de pratiques, simplifier les soins dans plein de domaines différents. Et c'est ce que vous avez fait, Samuel Mercier, donc lauréat 2018 du concours Lépine. Félicitations, si en passant. Vous êtes infirmier au sapeur-pompier de Paris et c'est un poste singulier, méconnu, il faut peut-être le dire. Les pompiers peuvent porter secours, mais ils n'ont pas le droit de faire de gestes médicaux, ils n'ont pas le droit de prescrire de médicaments. Donc il y a des infirmiers, pompiers de Paris, qui viennent en renfort des équipes par sectorisation et c'est le poste que vous occupez. L'innovation qui a valu ce prix au concours Lépine, elle vient justement de cette pratique de votre métier d'infirmier, du constat que vous avez fait quand vous étiez élève infirmier et des règles qui s'appliquaient pour justement prendre en charge un patient quand vous étiez à l'hôpital. Et puis quand vous êtes retrouvé sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que ça se faisait en mode dégradé, et c'est peu de le dire. Qu'il s'agisse d'accrocher les compresses, de gérer les déchets, les perfs, de poser le matériel à même le sol, de s'éclairer comme on peut. Et pour parer à tous ces problèmes, ces modes dégradés un petit peu, vous avez donc travaillé à partir de 2012 à la mise au point d'un plan de travail portatif aussi complet que compact que possible. On va en parler, mais avant... on est dans une table ronde sur l'innovation. On va le voir en images vidéo tout de suite.
y a tout, il y a l'intubation, il y a l'éclairage, il y a jusqu'à la gestion des déchets. Donc vous avez essayé de prendre en compte tous les paramètres pour intégrer un peu sur le modèle Quechua, un peu tout claque en un instant, très pratique, très rapide. D'ailleurs, vous avez les premiers prototypes, évidemment, comme toujours, étaient un peu complexes et un peu trop chargés. Vous avez simplifié aussi le dispositif. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la dimension, je dirais, artisanale, astucieuse et pleine de bon sens de cette invention, qui n'est pas techno. Hein. Il y a pas, alors, il va y avoir une version qui arrivera avec de la téléconsultation et des tablettes, mais là, pour l'instant, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans l'intelligence tout court. On va en parler, on va parler de votre parcours, mais avant, j'aurais presque envie de vous demander qu'est-ce qui fait que personne d'autre y avait pensé avant vous? Parce qu'on se dit, quand on voit le mode dégradé, que bah oui, à un moment, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qui fait que personne n'y avait pensé? Quelle a été la fonctionnalité la plus difficile à intégrer? Alors, c'est vrai que cette question me l'a souvent posée. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce que c'est tellement évident que... Oui, pourquoi est-ce que personne ne s'est penché sur la problématique au préalable? Il faut comprendre, je pense que c'est un concours de circonstances favorables qui a permis à cette innovation de voir le jour. Alors, ce concours de circonstances favorables, c'est quoi au juste? Bon, déjà, il faut savoir que mon environnement de travail, notre activité opérationnelle à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris est quand même très soutenue. Et on a aussi ce côté culture militaire qui nous pousse à essayer d'être toujours à la pointe du progrès et d'apporter une réponse opérationnelle la plus optimale possible pour la population. Mais là, en l'occurrence, pour la population du bassin parisien. Et j'ai dit, chaque pompier est vraiment conscient de cet effort à faire et adhère vraiment à cette volonté d'améliorer les pratiques. Dans un deuxième temps, c'est l'organisation aussi de l'émergence de l'innovation au sein de la BSPP. Il faut savoir qu'il existe donc ce que nous appelons les fiches d'idées nouvelles, qui permettent de faire remonter une idée que l'on a pour améliorer les conditions de travail ou dans chaque domaine qui puisse exister à la brigade. Donc cette fiche d'idée va suivre une évolution hiérarchique, une validation hiérarchique, étape par étape, pour voir si effectivement le projet peut être intéressant à appliquer à l'ensemble de la brigade par la suite. Donc possibilité donc de faire remonter ce type d'informations. Enfin, il faut savoir aussi que nous bénéficions d'une structure, la mission pour l'innovation participative, un organisme de la DGA qui permet d'accompagner l'innovateur au moins dans les premiers pas de ce parcours de l'innovation, qui est quand même un Mais ça ne répond pas à ma complexe. question, parce qu'on va parler du parcours. Qu'est-ce qui fait que personne n'y a pensé avant? Alors là, je viens sur ma partie. Je pense que je suis quand même, personnellement, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'ai toujours aimé démonter les trucs, essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et si ça marche pas, est-ce que je pourrais pas trouver un petit truc? Donc voilà, je suis assez curieux et une motivation professionnelle assez poussée. Et je pense que c'est l'ensemble de tous ces domaines. Donc l'expérience professionnelle, cette volonté de faire avancer, la possibilité de faire connaître cette envie de faire évoluer les choses et cette volonté personnelle de vouloir aboutir à quelque chose qui a fait que cette innovation a pu voir le jour. Alors maintenant, sur la problématique de quelle était la fonctionnalité la plus complexe à intégrer dans le matériel, ce n'est pas une fonctionnalité en particulier. Je veux dire, la complexité réside dans l'intégration de toutes les fonctionnalités présentes dans cet outil autour d'un seul outil qui est léger, compact et qui est simplement mis en œuvre en 3 secondes. Et c'est ça le plus difficile. Le tout en un, le fameux tout Exactement. en un. On va s'arrêter un peu sur votre parcours d'inventeur. Donc l'idée, elle germe en 2012 avec un premier proto qui arrive en 2014. Puis il y a d'autres versions, V3, V4, jusqu'à la 4e version, qui est celle qui remporte le concours Lépine. Aujourd'hui, le système est vendu aux pompiers de Lausanne. Il est en test en Belgique. Il y a une vingtaine, je crois, d'équipements qui sont aussi dans des structures hospitalières pour l'instant. Essentiellement, on l'imagine bien, dans des services d'urgence. Et dans toute cette aventure, vous avez bénéficié, vous avez commencé à le dire, de dispositifs de soutien, parce que c'est un long temps, 2014-2018. Alors, il y a eu un fonds dédié à l'innovation de la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui vous a aidé au début, dans les phases de test. Puis il y a eu d'autres aides après qui vous ont permis de vous financer, de rentrer aussi dans un incubateur. À un moment, vous avez dû faire une société pour bénéficier de ces aides-là. Mais ça reste du récit que vous en avez fait une aventure longue et une aventure vraiment solitaire. À quel moment de cette aventure est-ce que vous êtes senti, je dirais, le plus seul, le plus esseulé, le plus en manque de repères, de soutien? Et puis l'autre question, c'est qu'est-ce que vous avez dû investir de votre poche au final pour mener à bien ce projet?
Alors effectivement, c'est une démarche qui, j'en suis à peu près à 6 ans maintenant dans cette démarche. Donc pour passer de l'idée à un matériel qui est commercialisé, à l'échelle d'un individu, 6 années, c'est vraiment très long. Pour en revenir sur le côté solitaire de l'innovation, il faut comprendre que c'est un parcours qui ne peut pas se faire tout seul. Pour la simple et bonne raison que si j'avais dû le faire tout seul, j'en serais pas là aujourd'hui. Hein, j'aurais craqué avant, forcément. Donc non, on n'est pas solitaire. Il faut pouvoir s'entourer justement d'amis, de proches, de collègues de travail pour mener à bien cette aventure. Là où c'est vrai, le côté esselé, c'est que il faut comprendre que, par définition, le porteur de projet, c'est lui qui porte le projet. Et c'est la seule personne qui va porter le projet de l'idée jusqu'à sa concrétisation. Toutes les personnes qui vont l'aider sur une étape. Mais il est le seul à endosser la responsabilité de la réussite ou de l'échec de son projet. Et c'est en ça que l'histoire, enfin que l'aventure, on peut dire, est un peu solitaire, parce que si on abandonne, si on baisse les bras, à un moment ou à un autre dans cette démarche, c'est le projet entier qui coule. Et c'est, j'allais dire, les investisseurs, les amis, la famille qui ont cru en vous, qui vous ont appuyé, que vous décevez au final. Il y a des moments où l'aide d'un accompagnement public, d'une politique d'innovation, de structure qui aurait été utile. Vous m'avez dit au début, moi j'ai commencé, j'étais pompier, j'étais infirmier, j'étais pas ingénieur, donc je ne savais pas qu'il fallait voir des bureaux d'études, je ne savais pas où trouver un bureau d'études, je ne savais pas ce que ça coûtait un bureau d'études. Donc sur les phases d'amorçage, ce n'est pas forcément évident de trouver ces expertises-là. Et puis sur des phases où après, il faut aller vendre ça à des services qui disent mais on fait autrement depuis des années, donc c'est bien votre truc, mais pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce qu'à ces moments-là, on a besoin finalement d'un accompagnement, et si oui, lequel? Alors, c'est vrai, comme je vous disais, à chaque étape d'innovation, il y a des difficultés qu'il faut franchir. Moi, j'étais projeté dans ce milieu. Hein. C'est une projection qui est un peu brutale, parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas du tout mon métier. Je ne suis pas innovateur de métier, moi, je suis infirmier. J'ai juste une idée de développer un outil qui me permet d'améliorer mes pratiques professionnelles, mais en aucun cas, je pensais que ça allait m'entraîner sur ce parcours périlleux. Et donc oui, bénéficier de conseils en interne dans un premier temps, et par la suite, avec la mise en place d'une structure juridique, d'une société qui a pu être créée, avec un président à sa tête, là nous avons bénéficié d'un conseil, on va dire, un peu plus professionnel de la part de ceux qui gèrent la Technopole de Vannes, notamment, qui nous ont aiguillés sur les démarches à respecter pour permettre de faire évoluer l'idée à un matériel abouti. Avec le recul, comment est-ce que vous auriez, de quelles aides vous auriez aimé bénéficier plus de la part des acteurs publics, des acteurs de soins, des administrations qui étaient les vôtres? Est-ce qu'il y a avec le recul, des aides ou des soutiens ou des conseils que vous auriez aimé avoir à certains moments? Bon, dans cette démarche, c'est vrai qu'on se bute à un moment, on arrive à ce qu'on appelle un plafond de verre. On ne sait plus comment faire évoluer le projet et comment le faire connaître et surtout utiliser par les potentiels utilisateurs. Alors, je ne vais pas reprendre la question que vous aviez posée tout à l'heure concernant la mise en place de l'e-santé en Estonie. Est-ce qu'il y a eu une marche forcée avec des menaces sur... j'allais dire, voilà, les pouvoirs politiques, ou la politique de santé a la possibilité effectivement de légiférer pour faire valider une idée qui permet d'améliorer de façon approuver ou en tout cas vérifier la santé publique. Le problème, c'est qu'en légiférant, effectivement, on peut aller à l'encontre des crispations des professionnels qui se voient imposer par un texte de nouvelles pratiques professionnelles. Donc ce mode de fonctionnement ne peut pas se faire comme ça de but en blanc.
La problématique, c'est que cette innovation, comme vous avez pu le voir, c'est ce qu'on appelle une innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on vient vraiment perturber des pratiques professionnelles qui sont ancrées dans les gènes de la médecine préhospitalière, en venant intégrer maintenant une nouvelle façon de procéder qui est beaucoup plus cadrée, pour lesquels on peut justement rédiger des protocoles de soins en préhospitalier. Et donc, c'est compliqué de mettre ça en place pour les professionnels de santé. Pourtant, c'est la meilleure façon de procéder pour faire aboutir une innovation, c'est qu'effectivement, il faut avoir cette adhésion du terrain qui va permettre de valider ce nouveau concept pour l'élargir ensuite à l'ensemble du territoire. Mais cette adhésion, elle ne peut pas se faire sans l'appui justement des cadres de santé des acteurs de santé qui peuvent avoir cette possibilité de mettre en place déjà une expérimentation de ce matériel, parce qu'il faut avoir leur accord pour pouvoir mettre ce matériel en expérimentation. Et surtout, il faut aussi avoir le soutien logistique et l'accompagnement sur la formation de ce nouvel outil au sein de leur structure. Et ça, ce n'est pas toujours facile de trouver les bons interlocuteurs pour mettre en place ce type de test. C'est intéressant et on aura l'occasion certainement d'en reparler. Alors, je disais, on se balade d'un spectre à l'autre des innovations en santé. Alors, du tout en un de Samuel Mercier, on va aller voir, je dirais, l'autre aspect, celui de l'intelligence artificielle, cette fameuse intelligence artificielle dont on parle beaucoup, dont on a très peur, sans forcément toujours savoir ce qu'on met derrière. Quel impact elle peut avoir sur le monde de la santé, quelle transformation elle peut avoir et sur les pratiques des soins et sur les organisations. On a voulu poser la question, on est allé voir le co-auteur d'un rapport très intéressant fait pour le think tank Terra Nova. C'est Luc Pierron qui l'a fait avec Antoine Evenou, ils sont tous les deux cadres à la MGEN et ils ont décidé de faire une étude d'une 30-40 pages sur les impacts dans le monde de la santé de l'intelligence artificielle et la manière dont les politiques publiques peuvent aider et accompagner pour cette arrivée de l'intelligence artificielle pour permettre d'en anticiper les transformations annoncées. Marie-Ance est allée brillamment les interviewer et on va voir tout de suite, interviewer au moins Luc Pierron qu'elle est allée voir et on va l'écouter tout de suite et on en parle après. Donc il nous parle d'intelligence artificielle en santé vidéo. Donc, pour revenir sur les enjeux liés en santé, simple rappel, l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait regrouper l'ensemble des technologies qui auraient vocation en fait à reproduire des tâches cognitives qui étaient limitées jusqu'ici à l'homme. C'est le cas de l'audition, ça peut être le cas aussi du toucher ou même de la capacité à capter certains ultrasons, certaines images. Pourquoi la pénétration de l'intelligence artificielle se ferait beaucoup plus forte en santé que dans d'autres secteurs ? C'est notamment parce qu'on est dans une situation où, oui, comme dans d'autres secteurs, il y aura plus de productivité, plus d'efficacité, éventuellement des économies, mais on sera surtout dans une situation où il y aura une demande d'intelligence artificielle. Parce que si la nouvelle technologie permet d'apporter plus de bien-être, permet d'apporter plus d'espérance de vie, on sera dans une situation où cette intelligence artificielle sera demandée par les populations, contrairement à certains secteurs où elle pourra entraîner plus de destruction d'emplois que dans d'autres. Par rapport à l'impact sur la vie des établissements, aujourd'hui l'intelligence artificielle est susceptible, je dis bien parce qu'on est dans une situation où on avance un peu à petits pas par rapport à ces nouvelles technologies, d'entraîner une nouvelle division du travail. Quand je parle de nouvelle division du travail, ça concerne bien évidemment le médecin, parce que si une machine a aujourd'hui des capacités supérieures de diagnostic, de prescription, de décision, pourquoi finalement se limiter à l'homme ? Pourquoi ne pas déléguer à la machine de choses nouvelles ? Mais ça concerne bien au-delà. Ça peut concerner l'ensemble des personnels. On est dans une situation où, prenons l'exemple des brancardiers. À l'évidence, la machine va pouvoir aider, va sans doute pouvoir diminuer la pénibilité de ce travail grâce à une forme d'intelligence artificielle où il faudra peut-être pas 2, voire 3 brancardiers, mais peut-être un seul qui va, à l'aide de la machine, pouvoir accompagner le patient. Ça, à l'évidence, c'est quelque chose sur lequel il faut éventuellement de la formation initiale, oui, pour les nouveaux entrants, mais aussi continue, et souvent c'est oublié, pour les actuels salariés. Mais plus largement, c'est une forme d'acculturation et d'appropriation de ces nouvelles technologies qu'il va falloir pour éviter les craintes,
pour éviter finalement les blocages qu'il peut y avoir, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ces technologies, mais souvent en fait on en oublie que du point de vue de leurs effets, du point de vue de leurs impacts, la chose la plus minime va pouvoir être majeure. Si on a des conseils à donner aux professionnels au sein des établissements par rapport à ces sujets, c'est réussir un maximum en fait à éviter la peur, éviter la méfiance, éviter la défiance. Par rapport à ces nouvelles technologies, on entend beaucoup. Et d'ailleurs, l'ensemble de la pop culture nous permet, en fait, nous plonge directement dans un univers de science-fiction où, oui, l'intelligence artificielle parfois peut tuer, oui, l'intelligence artificielle parfois va pouvoir détruire le monde, mais aujourd'hui, on en est très loin. Et même les principaux acteurs, en fait, de cette nouvelle technologie ne savent même pas si on y parviendra un jour. On est vraiment dans une situation où les professionnels médicaux ou non, l'ensemble des professionnels de santé ne doivent pas laisser ces sujets aux acteurs des systèmes d'information, aux acteurs des nouvelles technologies seulement. C'est par une interdisciplinarité, une pluridisciplinarité, une compréhension des métiers de l'un et de l'autre qu'on parviendra à avoir une pénétration maximale de ces nouvelles technologies au niveau des établissements par leur bonne compréhension, par leur bonne appropriation par les professionnels. Par rapport aux enjeux de politique publique, et ce que je disais à l'instant, la principale crainte qu'on peut avoir, c'est la méfiance par rapport à ces nouvelles technologies. Ça passe à l'évidence par plus de formation, mais ça passe aussi par un cadre de régulation que j'appellerais intelligent, dynamique. Aujourd'hui, en France, on a parfois tendance à vouloir réglementer par rapport à certains fantasmes. On peut avoir finalement cette peur de ces nouvelles technologies, une peur de leur impact, vouloir réglementer très vite et se retrouver dans une situation où d'autres pays vont pouvoir avancer très rapidement dans le développement de ces nouvelles technologies et qu'on se retrouve, nous, en France, malgré le niveau de nos ingénieurs, malgré le niveau de notre médecine, malgré la capacité de nos établissements à investir dans ces nouvelles technologies, finalement à rebours du fait en fait de certaines entraves à l'innovation notamment, mais pas que. Finalement, la situation, quand je parle de cadre de régulation intelligent, dynamique, c'est en situation finalement de donner les moyens aux établissements, à ceux qui veulent innover, d'expérimenter, de tester de nouveaux terrains, de tester de nouvelles techniques, de se les approprier, de pouvoir avoir des petits fonds, des queues de cerises qui partent à droite à gauche pour essayer ces nouvelles technologies et finalement voir si ça vaut le coup ou pas d'aller plus loin. À l'évidence, on est dans une situation où on pourrait voir l'intelligence artificielle comme un objet qui vaut des milliards et des milliards d'euros pour lesquels investir, mais aujourd'hui les solutions les plus simples peuvent parfois avoir des impacts majeurs sur l'organisation générale d'un établissement, sur l'organisation d'un parcours de soins, et c'est là-dessus en fait sur lesquels tout le monde a intérêt aujourd'hui à s'investir. On voit bien poser des grands enjeux par Luc Pierron sur le fait que ça va avoir un impact majeur en santé, et ça on l'imagine bien, et que l'enjeu ça va être d'accompagner, ça va être d'anticiper avec des termes qui vont revenir, hein, celui de la formation, celui de l'expérimentation, celui de l'organisation, ça va être des leviers importants pour pouvoir accompagner ça. Et il le dit bien, le plus grand risque c'est d'avoir peur, le plus grand risque c'est de ne rien faire pour laisser les autres faire à votre place, et l'ubérisation, c'est exactement ce que ça peut vouloir dire. Je voudrais avoir votre réaction, Laurent Bertoletti, dessus, parce que déjà, il dit une chose qui est, en plus de ça, bien renforcée à l'intérieur du rapport, c'est que oui, ça va transformer les métiers, oui, ça va transformer les métiers de soins. Et alors les radiologues, on sait que c'est ceux qui sont tout de même le plus sur le grill par rapport à l'intelligence artificielle, mais il dit toute la médecine spécialisée demain risque d'être très fortement impactée dans son existence même, dans sa pratique certainement, par cette intelligence artificielle. Est-ce que vous la voyez, vous, en tant que praticien, comme un risque ou bien comme une très bonne nouvelle annoncée pour laquelle vous vous impatientez ? Alors, tout d'abord, je ne vais pas innover, je vais remercier l'invitation qui m'a fait très plaisir et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si je ne vais à nouveau pas innover. Je suis dépendant des horaires de la SNCF et malheureusement vous quitterai un peu précocement. Je ne peux pas répondre si c'est un risque ou une chance, puisque de toute façon, elle est déjà là. Et donc, c'est à nous d'en faire une opportunité. C'est à nous d'utiliser cette disruption
pour en faire une opportunité pour mieux soigner maintenant les malades déjà actuels et pour mieux soigner les prochains malades. Donc ça, c'est toutes les stratégies de recherche en prévention. Et c'est à nous aussi de mieux maîtriser l'outil pour les citoyens, puisqu'on a vu que certaines républiques pouvaient décider de réorganiser complètement leur système de soins autour de l'e-santé. En tant que réaction à ce que disait aussi Samuel, il disait je suis un innovateur, un inventeur, et j'ai mon parcours d'inventeur et j'ai dedans mes enthousiasmes mais aussi mes errances, ce qui est la règle de la chose. Vous êtes un chercheur. Aujourd'hui, en tant que chercheur, dans le temps de la recherche, à quelles difficultés majeures vous rencontrez pour mener à bien les projets dans ce qu'est le monde hospitalier tel qu'il est organisé ? Je dirais d'abord le temps. Le temps, puisque pour pouvoir faire une bonne recherche, la recherche, elle doit être appliquée aux malades. Et l'illustration, elle était parfaite par mon collègue tout à l'heure. Son innovation est géniale, puisqu'elle part d'un vrai problème rencontré dans la vie de tous les jours dans son activité professionnelle, et qu'ensuite, il était développé de capacité de proposer une réponse à une problématique de terrain. Et donc, nous, dans la vraie difficulté, c'est avoir du temps pour pouvoir suivre tous les différents process permettant en partant d'une problématique de terrain pour ensuite pouvoir réussir à aider par un process de recherche à revenir ensuite au terrain pour apporter la solution. Mais ce qui nous manque le plus, c'est le temps, puisque pour pouvoir à la fois avoir des idées très pratiques, il faut passer du temps au lit du malade, par exemple, pour avoir conscience des problématiques qu'il faut réussir à évaluer pour ensuite revenir au malade. En tant que praticien, on l'a vu, en tant que chercheur, on l'a vu, mais aussi en tant qu'expert, parce que je le disais, vous êtes l'auteur dans ce rapport des 26 de la partie dédiée à la recherche, très intéressante, où vous faites le constat du poids important des CHU en recherche, des difficultés aussi que pose la recherche en CHU, manque d'accès aux centres de ressources, les fameux CIC pour certains établissements, manque de temps aussi, manque de moyens bien sûr, et vous faites un certain nombre de propositions par rapport à ça pour réenchanter aussi cette recherche hospitalière autour de deux grands axes, c'est-à-dire la mettre plus près du territoire et la mettre plus près du patient. On l'a dit souvent d'ailleurs, qu'il faut que la recherche soit accessible, pas qu'aux grands CHU, et puis dans les faits, c'est les grands CHU qui la font, parce que c'est là qu'il y a les cerveaux et les moyens. On l'a dit qu'il faut qu'elle soit plus ouverte sur les réalités des patients et des pratiques. Et puis dans les faits, on cherche la publi, donc on ne va pas forcément là-dessus. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, concrètement décloisonner ce système autour de ces deux directions ? À mon avis, il y a deux mots-clés. Un que j'ai déjà beaucoup entendu aujourd'hui, qui est la notion de territoire, et la deuxième qui est la notion de réseau. Et donc, il faut réussir à développer des réseaux de recherche clinique, et la France a une structuration qui lui permet de répondre présent, par exemple au programme FCRIN, qui est le programme d'excellence en recherche clinique. Et ça, notre structuration nous donne des atouts pour être bons et très bons dans la compétition internationale. Par contre, pour que nos réseaux continuent à marcher, il faut qu'ils soient présents et qu'ils couvrent l'immensité du territoire français. Et à nouveau, je pense que nous avons des opportunités, puisque la structuration de notre structure de soins, désolé pour la répétition, mais la culture et les outils de recherche, que ce soit les directions de la recherche clinique, les unités de recherche clinique et dans certains centres, les centres d'investigation clinique labellisés par INSERM, nous donnent, si on a la volonté de s'ouvrir sur le territoire, la capacité d'aller répondre à des vraies questions problématiques de malades qui sont dans le territoire et pas que dans certains grands CHU. Ça, c'est le territoire. Il y a un autre enjeu de décloisonnement, c'est, je le disais, être plus près du patient et des pratiques. Et c'est aussi un axe fort du groupe des 26. Vous voulez ouvrir la recherche et vraiment les projets de recherche à tous les acteurs un peu des établissements, parce que les patients soient plus au cœur de ça. Là encore, on le dit depuis longtemps, là encore, pour vous, quels signes peuvent faire en sorte qu'on soit vraiment dans un temps de bascule ? Là-dessus aussi, c'est une opportunité, les nouvelles technologies, puisqu'on est de plus en plus sollicité par mail pour les malades. Et il y a des discussions avec les malades et les associations de malades qui sont de plus en plus fortes, qui ont pu heurter des générations de médecins plus anciennes, mais qui sont aussi une opportunité. Et par exemple, tout à l'heure on entendait parler du cancer, vieillir suffisamment longtemps jusqu'à avoir son cancer.
Quand on a un cancer, maintenant, on sait qu'avec les progrès des traitements ciblés, eh bien, on arrive une fois sur deux à guérir le cancer et le reste du temps à en faire une maladie chronique pour une grande partie. Et donc, quand on est trop dans notre centre de lutte contre le cancer, on cherche un nouveau traitement, une innovation qui va permettre de guérir le nouveau cancer. Et quand on parle avec les malades, eh bien, une grande génération de patients, pour eux, leur vrai problème, c'était le petit boîtier qu'on leur met sous la peau, la chambre implantable. Parce qu'il faut être opéré, et quand ça se bouche, à cause d'une thrombose, un caillot de sang, d'un coup, on n'a plus le confort de vie à cause de la chambre implantable. Et là-dessus, bien, historiquement, on a eu, il y a un peu plus de 10 ans, une poussée chez nous à Saint-Étienne de malades qui nous disaient « mais la chambre, la chambre, la chambre ». Il nous a fallu 10 ans, c'est le problème du temps, pour réussir à finaliser, grâce à des fonds publics, mais à des réseaux et au territoire, une étude épidémiologique qui permettait de répondre à la question de la thrombose de chambre implantable. Et donc, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus à l'écoute des malades et maintenant à les intégrer dans les essais thérapeutiques. Vous savez que les critères de jugement des essais sont souvent des choses qui intéressent beaucoup le docteur. Mais maintenant, on arrive à développer des thématiques de recherche où le critère qui nous permet d'évaluer notre traitement est ça s'appelle PRO en anglais, Patient Reported Outcome. C'est vraiment l'élément qui était important pour le malade, plus que l'élément que le docteur pensait important pour le malade. Et ça, là-dessus, je pense que le développement de recherche organisé autour des patients et des PRO est quelque chose qu'on doit absolument essayer de plus faire. Dernier point, on a aujourd'hui, on est dans un contexte où ces choses-là s'ouvrent. On est dans un contexte aussi où la Cour des comptes récemment a sorti un rapport disant qu'on pouvait rationaliser tout de même la recherche hospitalière, la regrouper dans certains centres. On est dans un temps où on fait des GHT, où les projets de recherche ne sont pas forcément au cœur du système pour l'instant. On est dans un temps aussi où on voit beaucoup de laboratoires avoir tendance à délocaliser leurs essais cliniques en Inde ou ailleurs parce que ça ne coûte pas moins cher, ça coûte vraiment moins cher. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux managers de santé, aux directeurs d'établissements qui sont là, pour leur dire qu'il faut vraiment agir pour la recherche en hôpital? C'est pas juste, je disais tout à l'heure, la cerise sur le gâteau, c'est pas juste la mission aussi, mais c'est essentiel que l'hôpital s'investisse à fond dedans pour lui et pour la sauvegarder. Mais à mon avis, les discussions sont déjà très claires. C'est si jamais vous voulez que vos hôpitaux vivent, ils doivent faire de la recherche, quel que soit l'hôpital. Si on essaie de concentrer la recherche dans 4-5 grands CHU, on les connaît déjà, on continuera à perdre la compétition internationale sur la recherche fondamentale, puisque c'est là-dessus que le classement de Shanghai se fait. Si par contre, on veut continuer à être solide sur certains de nos points forts, et je pense à la recherche clinique, eh bien celle-ci, elle ne peut être bonne et forte et permettre à la France d'être dans les top leaders qu'en étant maillée sur tout le territoire. Les États-Unis n'y arrivent pas puisque chaque grande région est indépendante de l'autre. Alors que nous avons la même structuration de centres hospitaliers généraux, de couverture sociale sur tout le territoire. Et donc, de toute façon, si on veut continuer à être bon en recherche clinique, il ne faut surtout pas concentrer à la française dans 4 ou 5 grands academic centers la recherche clinique, sinon on est mort là-dessus aussi. Je dirais aussi que c'est la formation des futurs médecins, et aussi la formation des futurs personnels. Et ça, je rebondis encore. Sur notre réseau de recherche clinique sur la thrombose, on a la chance d'avoir plus de 50 sites, dont certains centres hospitaliers de petite taille, certains libéraux qui participent à l'activité de recherche. Eh bien, on s'est rendu compte que dans ces services, la notion d'attractivité était beaucoup plus valorisée que dans d'autres. Et pourquoi est-ce qu'à Arras, à Douai, alors qu'ils participent à des protocoles de recherche, ils arrivent plus facilement à garder leurs médecins, mais parce que d'un coup, vous avez la sensation de faire partie d'un grand ensemble et d'être dans une petite structure, continuer à donner les meilleurs soins aux malades et lui permettre même d'aller plus loin, c'est-à-dire de proposer à un malade, quel qu'il soit en France, de participer à un essai thérapeutique. Et ça, pour les équipes, je pense que c'est une source de motivation extrêmement forte. Et je pense aussi que quand ensuite la recherche a été validée, que l'innovation est devenue une avancée validée, eh bien elle va être appropriée beaucoup plus facilement. Et nous, on le voit, on a testé il y a plus de 10 ans des médicaments qui ont ensuite eu une mauvaise presse, mais qui sont revenus sur le devant de la scène. Pour nos équipes paramédicales, il n'y a aucune problématique puisqu'elles ont toutes vécu l'histoire de ces progrès thérapeutiques parce qu'elles étaient acteurs aussi là-dedans. Et je pense qu'il y a une dimension d'attractivité pour l'hôpital public que de continuer à avoir cette activité de recherche. Et je finirai même pour les managers, puisqu'on voit toutes les innovations qui sont proposées
allons-y. Vous avez les outils qui existent déjà. Vous avez des DRC, vous avez des URC, vous avez pour certains des CIC. Allons évaluer scientifiquement quelles sont les modifications de management apportées par les big data ou apportées par l'innovation technologique qui vraiment nous font gagner du temps ou qui vraiment améliorent nos process d'organisation dans les institutions. Devenez investigateurs principaux d'essais cliniques institutionnels. Merci beaucoup pour cette profession de foi. Et sur cette profession de foi, on va vous applaudir. Et sur cette profession de foi, on va vous libérer aussi parce que la SNCF, elle, comme la recherche aujourd'hui, elle n'a pas de temps. Donc, elle n'attend pas. Merci beaucoup, professeur. Et bon retour stéphano-stéphanois, puisque c'est votre territoire de sang. Je voudrais qu'on aille voir un petit peu avec vous maintenant, Solange, et vous maintenant, Jean-Yves, les enjeux de cette politique d'innovation et la manière dont elle peut accompagner, anticiper ces innovations qui arrivent et accompagner les établissements dans leur intégration. Jean-Yves Fagon, je le disais, vous êtes depuis 2016 délégué ministériel à l'innovation en santé. La tâche est lourde, hein, c'est pas moins de 5000 projets en cours rien qu'en e-santé. Et l'enjeu premier, vous l'avez dit d'ailleurs dès que vous êtes arrivé, c'est de gérer la profusion. Hein. C'est pas d'en faire 10 000, c'est de trouver dans les 5000 ce qui est bien et ce qui l'est moins, et de les mettre en cohérence surtout. Vous avez d'ailleurs pour ça ouvert un guichet ouvert aux porteurs de projets pour les accompagner qui, à ce jour, a permis de suivre plus de 250 dossiers, ce qui n'est pas rien. Est-ce que le profil de Samuel qu'on vient de voir correspond aux porteurs de projets que vous recevez? Et est-ce que les difficultés, ou en tous les cas les besoins qu'il peut exprimer, sont assez récurrents dans le type de dossier que vous avez? Alors, chaque dossier est une histoire, hein, néanmoins. Oui, chaque dossier est une histoire, mais l'histoire que vous racontez, c'est une histoire qui est très classique, j'allais dire presque banale, dans un environnement très particulier qui est le vôtre, mais avec les mêmes écueils, les mêmes difficultés, la même lenteur, enfin tous les propos qui sont habituellement portés sur l'innovation. Et la manière dont vous avez avancé et abouti finalement, et puis que maintenant vous allez faire évoluer votre innovation qui va être de plus en plus performante parce que c'est comme ça, sinon elle va mourir. Et donc vous avez passé le cap le plus difficile et maintenant vous êtes dans un stade où vous pouvez développer ça. Donc vraiment la description qui a été faite, c'est une description que je vis tous les jours, enfin 3 fois par semaine parce que c'est fatigant, hein, 2 heures avec un porteur de projet qui vient avec 4 copains, tout ça c'est compliqué, mais c'est vraiment les problèmes qui se posent dans ces termes-là. Alors, derrière tout ça, il y a quand même quelques données de base qu'il est utile, et je pense qu'on n'arrive pas encore totalement, mais à un petit peu expliquer quelques principes, et notamment le discours habituel sur qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui se passe dans les pays étrangers, etc. Je pense qu'il faut que toutes les gens qui ont des projets plus ou moins importants, parce qu'il y a des petits projets, mais il y a des projets absolument énormes, doivent intégrer leur modalité de développement de ce projet dans notre système de santé. Alors peut-être que dans 3 jours, on va changer notre système de santé, hein, donc auquel cas, il faudra que tous, on se réadapte. C'est pas sûr quand même. Hein. Et donc, il faut quand même intégrer ça dans notre système de santé. Et on voit bien qu'il y a des projets qui sont intéressants, mais qui sont à côté de la plaque et à côté du système qui existe. Alors, après, il y a quand même beaucoup de mesures à prendre pour accélérer, améliorer, et on tourne autour d'un certain nombre de principes qui ont été évoqués. Moi, aujourd'hui, l'élément le plus difficile que je rencontre, c'est les mesures dérogatoires. Aujourd'hui, notre système, il repose sur une machine qui fait que de temps en temps, un produit a un accès au marché 4-5 ans après le début de l'histoire. Et aujourd'hui, il y a une volonté exprimée de façon très importante par un certain nombre de structures, notamment dans des champs comme la cancérologie qui ont été évoqués, c'est de sortir de façon précoce un produit, un médicament, un dispositif médical, et de pouvoir, avec un suivi correctement mené, de pouvoir réinterpréter ça. Alors nos voisins allemands ont pendant une bonne période monté un système, un hub système, dans lequel ils acceptaient l'arrivée sur le marché dans plusieurs régions, pas sur l'ensemble du territoire, dans plusieurs régions de projets.
Et puis qu'il y avait un contrat entre les pouvoirs publics et la région et l'industriel en disant, écoutez, voilà, votre projet, dans 18 mois, on veut le bilan détaillé, etc. Et avec ce bilan détaillé, pour certains au bout de 18 mois, mais pour d'autres au bout de 3 ans, il y avait une possibilité de dire, écoutez, votre projet fonctionne, il répond à un certain nombre des besoins qui sont les besoins de notre système de santé allemand, et donc, OK, on vous accepte le financement, on vous donne ce que vous avez demandé, ou enfin on négocie un peu et on trouve des solutions. Mais il y a les autres capacités. Je le souligne parce que c'est une chose que la France ne fait pas. C'est, écoutez, on est désolé, mais 18 mois plus tard, votre projet, ça ne marche pas. C'est pas mieux que les autres, donc on va vraiment diviser par 4. C'est exactement ce qu'ils ont fait. On divise par 4 le tarif initial. Bon, alors un certain nombre d'entreprises ont dit « OK, avec des tarifs comme ça, on s'en va », et d'autres ont continué à jouer. Et les équipes allemandes ont été capables de dire à un certain nombre de porteurs de projets « cette histoire est terminée, on range vos affaires et vous reviendrez dans 5 ans avec un nouveau projet ». Ils ont un peu ralenti tout ça et atténué, mais c'est une des solutions qu'il faut qu'on arrive à mettre à essayer de développer en France. La France, elle est exemplaire sur un certain nombre de sujets, je le rappelle régulièrement, c'est-à-dire avec la TU. Je rappelle à tout le monde que le produit qui a fait la plus grande avancée thérapeutique il y a 5 ans, c'est-à-dire le traitement de l'hépatite C, a été implanté en France 1 an avec tous les autres pays de développement du monde. Parce qu'on a un système dérogatoire qui apporte une contribution considérable dans certains cas. Mais, alors avec les évolutions de tous, les publics, etc., c'est très difficile aujourd'hui de maintenir une méthode de ce type-là. Et on est en train d'hésiter entre justement pouvoir développer ça ou à l'inverse, de re-rentrer dans notre système qui est quand même long, lourd, c'est vrai, imparfait, parce que sur un sujet très important qui a été évoqué, là aussi par mon voisin de gauche tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérimentation, les modalités d'expérimentation d'un projet, c'est un élément qui peut aller vite, qui peut aller bien, et il faut qu'on fasse le faire, et qu'on n'a pas besoin pour ça d'avoir des prêts mesures pour essayer de le favoriser plus encore. Et puis j'ai une dernière chose très importante, et puis après je répondrai à toutes les questions que vous voulez. Là, on utilise 2 termes pour une bonne partie dans la tête des gens la même chose, la recherche et l'innovation. La recherche et l'innovation, ce n'est pas la même chose, ça ne marche pas dans les mêmes boîtes, ça n'obtient pas les mêmes résultats. Je rappelle qu'il n'y a pas d'une définition internationale reconnue de l'innovation, mais globalement, ce qui marque une innovation, c'est un accès au marché. Ce qui marque une recherche, c'est une réussite et un diagnostic et quelque chose qui apporte. Et c'est en passant de l'un à l'autre qu'on devient une innovation. Et je pense que ce jeu-là, où on confie volontiers de la recherche et une expérimentation, alors ce sont 2 choses différentes. Et donc je pense que là encore, on a besoin de clarifier tout ça auprès des 5000 candidats qui, heureusement, ne viennent pas tous. Vous avez employé un mot, vous avez dit on voit si ça marche. Alors, l'approche que vous proposez permet de gérer la profusion, c'est-à-dire s'il y en a 5000, on ne va pas les aider les 5000, et on va aider ceux qui vont au bout, et on va évaluer ceux qui marchent bien pour aider les winners potentiels, les champions. Et puis les autres, donc on gère comme ça. Mais encore faut-il qu'on puisse savoir ce que veut dire ça marche. Et comment on évalue ça, sachant qu'on a des projets qui sont très différents les uns des autres. Est-ce que sur les méthodes d'évaluation, il faut aller sur des approches beaucoup plus multidimensionnelles que les critères d'évaluation très traditionnels qu'on a? Je sais que c'est aussi un de vos dada et un de vos grands chevaux de bataille. Oui, c'est difficile là aussi de faire évoluer ça. Donc notre système repose sur les modalités d'évaluation du médicament et des dispositifs médicaux, et puis de quelques petits sujets sur des organisations où il y a une machine qui tourne, qui fonctionne, et la haute autorité de santé donne un avis, et à la suite de cet avis, on peut imaginer que le produit rentre sur le marché et de trouver une tarification. Bon, c'est bien.
je pense que ce régime-là est à la fin de sa vie et qu'il va falloir effectivement rentrer, alors à la fois ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une évaluation multidimensionnelle et multithématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien, et d'ailleurs les grandes pharma commencent à intégrer ça. Pendant très longtemps ils se sont contentés à ce que eux faisaient, c'est-à-dire l'évaluation de leurs produits dans une pathologie quelconque et montrant l'efficacité. Ils sont en train de conduire des projets où ils vont s'intéresser aux produits, mais qui s'intègrent dans un ensemble qui n'est pas seulement l'utilisation du produit, mais les meilleures conditions possibles de ce produit, mais enfin tout ce qui peut accompagner ça. Et c'est intéressant puisque dedans, ça ne veut plus dire qu'il n'y aura pas une seule évaluation, mais il y aura plusieurs évaluations qui vont permettre d'avancer. Alors, si on est dans le modèle actuel, plusieurs évaluations, c'est qu'on n'y passera pas 4 ans, on y passera 8 ans. Donc ça n'est pas possible de continuer comme ça. Donc il faut qu'on arrive à intégrer un système où les quelques éléments clés d'une innovation thérapeutique, quelle qu'elle soit, qui nécessite de compléter un point, il faut qu'on arrive à le transformer un petit peu. On n'y est pas encore, hein. Il y a vraiment besoin de continuer à travailler sur ça, sur cette volonté d'avoir une évaluation beaucoup plus complète qu'auparavant. Les politiques de l'innovation, Luc Piron le disait, un des grands enjeux demain, ça va être la formation. Et la formation initiale et beaucoup la formation continue pour que, et il le disait pas, mais c'est dit dans le rapport, pour que demain, ça ne devienne pas des techniciens de l'intelligence artificielle qui viennent faire de l'intelligence artificielle entre les cadres de santé et les professionnels de soins et qui rajoutent une couche de personnel et d'expertise au sein des établissements. Il dit c'est le vrai risque. Est-ce que vous travaillez-vous dessus et est-ce que c'est un chantier facile ou aujourd'hui encore un peu natif, on va dire? Facile, sûrement pas, mais que la volonté, effectivement, de rentrer quelque chose qui ressemble à une formation. Il y a aussi un autre sujet qui est l'information, mais enfin qui est la formation, notamment des professionnels de santé, mais aussi de l'entourage de certains patients en fonction de leur pathologie. C'est quelque chose qui est en train d'avancer. C'est une des premières choses que j'avais fait, mais ça c'est historiquement, en ayant été enseignant, on a envie d'enseigner. Et d'abord, je vous le raconte parce que c'est drôle, mais quand on arrivait alors c'est un assez bon modèle, hein. Bon, j'ai donc moi dirigé un service de réanimation pendant très longtemps, et on changeait tous les 3-4 ans les ventilateurs, hein. Donc parfait, et on avait des ventilateurs de plus en plus sophistiqués, de plus en plus performants, etc. Le seul petit problème, c'est que quand à 2 heures du matin, un réanimateur de garde qui vient d'un service d'à côté et le personnel infirmier qui n'a pas été formé ne sait pas se servir de la machine. Et il faut quand même pouvoir trouver une décision dans les 40 secondes qui suivent. Et cet exemple-là, il est caricatural, mais il y en a des quantités et des quantités. Donc évidemment, il faut former les principaux acteurs à intégrer dans leur vie professionnelle l'innovation qui va bouger tout le temps. Parce que là, ça bougeait une fois tous les 3-4 ans, mais les innovations qui arrivent vont bouger tout le temps. Ça veut dire qu'il faut que les professionnels de santé, du PUPH jusqu'aux soignants, mais qui jouent un rôle considérable dans le bon fonctionnement et le bon développement de ces innovations, eh ben, il faut que tout le monde s'y adapte. Alors, ça bouge, puisque moi, j'ai été voir la conférence des doyens, etc. Et les doyens rentrent dans la partie médicale, mais aussi avec des contacts avec les autres formes d'enseignement dans des professions paramédicales. Ça avance, alors ça avance lentement, mais il y a une vraie volonté, il y a une vraie compréhension, notamment de la génération qui était à côté de moi tout à l'heure, qui a bien compris que s'ils ne font pas ça, le système va exploser en vol. Alors, on voit bien que pour accompagner et anticiper l'innovation, il faut faire évoluer les pratiques. Et puis, il faut peut-être, au-delà de faire évoluer les pratiques, face non pas aux innovations, mais au risque d'ubérisation, faire évoluer le système lui-même. Et pour ça, je vais me tourner vers Solange. Solange, je dis, l'innovation en santé, vous la connaissez, puisque vous travaillez dessus dans ce think tank. Vous avez aussi présidé le cercle des décideurs numériques en santé en 2016.
Et vous êtes donc le co-auteur de ce rapport assez percutant et très prospectif sur l'avenir de notre système de santé, la manière dont il va être percuté par ces vagues d'innovation. Vous avez auditionné 45 experts pour le sujet et de leur constat, vous avez établi 3 scénarios possibles. Alors, je vais les dire vite fait. Il y a le premier scénario, c'est le statu quo. Les législations évoluent, les acteurs évoluent, mais on reste dans les mêmes cadres et puis, bon an, mal an, ces transformations sont ingérées et puis le système change. On peut espérer ça. De l'autre côté, il y a le scénario du pire, le troisième, le scénario GAFA. Et dans ce scénario-là, celui qui fait peur, c'est la disruption, comme vous l'appelez. Les géants du net prennent les commandes avec implosion des systèmes actuels et marchandisation généralisée de la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai lu dans le résumé de ces scénarios. Et entre les deux, il y a le scénario intermédiaire, le scénario de la transformation nécessaire, avec une adaptation passant notamment par un rôle accru de collaboration avec d'autres acteurs, comme les mutuelles, avec la création de plateformes territoriales de e-santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces scénarios et puis que ces scénarios, vous les testez au fur et à mesure pour voir comment se joue la météo un peu autour, lesquels sont les plus probables. Lequel pour vous de ces 3 scénarios est le plus probable et lequel pour vous de ces 3 scénarios est le plus souhaitable? Alors lequel est le plus probable, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsqu'on est revenu vers les personnes auditionnées avec nos 3 scénarios, les 3 scénarios ont été jugés crédibles. Et ce qui nous a étonnés, c'est qu'il y avait beaucoup d'audace dans le scénario 3, qui n'est pas du tout un scénario d'ubérisation de la santé, c'est plutôt un scénario de débordement du système par les GAFA. Alors il faut bien comprendre que nous entrons dans une société de la data, et que le système, à ce moment-là, le système connaît tout de vous. Vous êtes rentré dans le système, et donc ça donne un scénario vraiment de mystigris, hein, qu'on ne veut pas, hein, de débordement, parce qu'on est sur une même mise des géants du net sur le système de santé, sur un fond de décrochage financier des États. Donc on est à l'horizon 2030. À 2030, on sera passé par 2025 avec l'arrivée de la puissance de calcul des ordinateurs quantiques et personne ne sait ce que cela peut produire. Donc évidemment, on est dans la fiction, mais on pose cela aux acteurs et les acteurs, oui, c'est un scénario probable où on est complètement débordé et où les États sont débordés. Et peut-être même que les États, en cas de rupture financière, et ça c'est quand nous travaillons avec Roland Michel, nous regardons avec un niveau vraiment macroéconomique. On regarde que la perte des emplois avec la robotisation et on se dit que l'État va manquer d'argent. Et qu'à ce moment-là, il fera peut-être lui-même appel au GAFA pour apporter des solutions. Donc c'est des interrogations, les scénarios sont faits pour réagir, pour faire réfléchir et pour discuter. Voilà. Alors évidemment, le scénario État, lui, le premier scénario, c'est un scénario auquel croient nos institutions. Et curieusement, il n'y a que qui y croit. Alors c'est difficile parce que en fait, la France, c'est un pays ancré dans une organisation qui a des décennies, une organisation qui a fait ses preuves, une organisation qui a bien réussi, et puis qui aujourd'hui est confrontée, ça craque de partout, et je pense qu'on est tous en train de rechercher des innovations scientifiques, numériques, robotiques, mais aussi organisationnelles avec les questions qu'on se pose au SMPS. Et finalement, on se dit, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et alors, pourquoi ça ne suffit pas? Tout simplement parce qu'il faudrait engager une transition du système de santé vers de nouvelles organisations, en particulier qui favorisent le recours aux soins en proximité et en même temps puissent financer de l'innovation qui aujourd'hui est très chère dans des centres techniques thérapeutiques de très haut niveau. Et faire que
cette recherche clinique qui est appelée d'être au plus près des territoires, au plus près des patients, pour qu'elle puisse se développer, eh bien, il faut énormément d'argent. Et comme on est sur une rupture financière, le scénario le plus crédible, c'est le second, c'est-à-dire celui où on réinvente la façon de collaborer des professionnels, d'une part... Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que si on est sur ce scénario de la transformation, qu'est-ce que ça change concrètement sur la manière dont fonctionnent des établissements de santé? Ça change que ce qui nous est proposé en filigrane par les acteurs auditionnés, c'est que l'on fonctionne avec une discussion dans les territoires, on en a parlé tout à l'heure, et que l'on fonctionne par appel à projet dans les territoires en redonnant de l'autonomie aux acteurs, c'est-à-dire de l'autonomie aux services publics et aux hôpitaux, mais aussi de l'autonomie aux acteurs libéraux qui, par des appels à projets lancés sur le plan régional et territorial, répondraient aux besoins de santé d'une population, et on fonctionnerait non plus comme on l'a fait jusqu'à maintenant dans une réorganisation de l'offre de soins, mais plutôt on partirait de la demande, et c'est-à-dire qu'on chercherait à répondre, à être efficace, à être innovant à partir de la demande. Ça suppose aussi, vous le dites, qu'il va falloir travailler, collaborer avec de nouveaux acteurs, et dans ces nouveaux acteurs, vous mettez en avant les mutuelles. Et la collaboration n'est pas forcément tout à fait naturelle, attendue et peut interpeller. Oui, seulement il faut quand même regarder que la réalité aujourd'hui, quand vous êtes une mère de famille à 20 heures, que vous avez un enfant malade et l'autre en bas âge, que vous avez besoin d'un médecin et que vous n'en trouvez pas, et que le seul recours c'est d'aller aux urgences, vous allez trouver beaucoup plus confortable d'avoir une consultation en ligne. Et la question qui va se passer aujourd'hui, c'est plus de savoir comment l'offre va s'organiser pour faire plaisir aux acteurs professionnels, mais comment le patient et les usagers vont se saisir des innovations pour répondre à leurs besoins, et dans un temps que je vais dire instantané. Ça veut dire que c'est poussé par les patients que, au lieu de laisser le marché organiser la réponse, il va falloir dialoguer avec les mutuelles ou les assurances. En tout cas, il faut un véritable dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour éviter que le système échappe à une marchandisation. Sur ces belles paroles, je vais céder le micro à la salle pour des réactions, des questions qui, je suppose, sont là, même si le public s'est un peu éclairci, sur ce que dit M. Fagon, sur ce qu'annonce Solange aussi. Alors Luc Pierron, il était en vidéo, et Laurent Bertoletti, il est dans le train, donc il nous en manque deux, mais on en a trois, Samuel aussi qui est là, pour répondre à vos questions sur ces monsieur. Questions là-haut. Hervé Dany, directeur adjoint au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, Pertuis, et entre autres chargé de la recherche clinique. Et en fait, c'est au professeur Laurent Bertoletti que pas ma question, mais simplement, j'ai apprécié effectivement son intervention sur le fait qu'il ne faut pas concentrer, à mon sens, la recherche clinique sur quelques grosses structures. C'est une vue de l'esprit, ce n'est pas une réalité, et c'est effectivement un facteur d'attractivité pour le corps médical. Je ne vais pas remplacer mon voisin de gauche, mais je pense que c'est important ce qu'il a dit, c'est important ce que vous dites. Je pense que là encore, on est dans la confusion qui existe entre la recherche et l'innovation. Sur la recherche, il y a un certain nombre de recherches qui vont peut-être aboutir dans 10 ans à des médicaments absolument exceptionnels, qui a aujourd'hui 2 équipes en France qui sont capables de la mener correctement. Donc il ne faut pas mélanger ça avec évidemment ce qui doit être développé dans toutes les structures hospitalières, c'est-à-dire des expérimentations, des modalités d'évaluation avec une méthodologie rigoureuse et avec ce qui existe déjà dans beaucoup de... Mais il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi des structures où on ne sait pas faire, et dans ce cas-là, il faut que ce soit les gens qui portent ces projets de recherche dans de bonnes conditions. Autre réaction, question oui, là-haut.
Oui, bonjour, Laurent Donadi, je suis directeur de l'hôpital d'Arles. J'ai été amené à lire cet été un ouvrage qui s'appelle Marseille 2040. Voilà, quand notre système de santé explosera. Donc Marseille 2040 est un titre un petit peu abusif, mais ce qui montre bien, c'est à la suite d'une épidémie, d'une part, toute la réorganisation du système hospitalier notamment, mais aussi le mode de la santé connectée. C'est ça qui m'a particulièrement impressionné dans cet ouvrage d'un journaliste marseillais. À savoir que demain, nos smartphones seront nos assistants de santé et qu'on aura directement sur nos applications toute connexion possible et inimaginable. Est-ce que c'est de la fiction ou est-ce que vous pensez qu'on s'oriente demain vers une telle réalité qui fait quand même assez peur ? C'est le futur. Maintenant, quel format ce futur va prendre, je pense qu'on est très très loin d'avoir quelque chose qui aboutit à ce que vous avez lu pendant l'été. Mais on voit bien un certain nombre d'évolutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec d'autres sujets très différents. Mais il y a 20 ans, il y avait des propos presque semblables à celui-là, avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles organisations, avec l'arrivée de l'imagerie qui a été transformée en quelques années. Il y avait les mêmes dit en COD, le monde va changer, on n'aura plus besoin de vous parce que la machine va fonctionner. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très attentif sur ça. Et il y a un sujet aussi que je veux rappeler. Une des choses qui fait la pesanteur du système français, c'est qu'il y a deux critères qui sont deux principes de base de notre système de santé, qui est la sécurité pour les patients. Et c'est vrai que l'ANSM se fait régulièrement traîner dans la boue parce que ça traîne, parce que c'est trop long, etc. Sauf qu'on lui demande explicitement d'assurer la sécurité des patients pour un certain nombre de projets. Et je pense qu'il faut être attentif sur le fait que toutes ces nouvelles méthodes et ces nouvelles techniques, elles vont aussi avoir des petits problèmes sur la sécurité. Donc il y a premier gros sujet, la sécurité. Deuxième gros sujet qui lui aussi est un élément de complexité et qui c'est l'accès à la santé. C'est qu'aujourd'hui, la population qui n'a plus accès à la santé est croissante dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que ce soit un succès. Donc il faut malgré tout que ce principe-là reste comme un des principes de base. Si ces deux principes-là, qui sont encore assez unanimes dans notre pays, permet à des développements comme ceux que vous évoquez ou que le livre a évoqué, eh ben, tant mieux, hein, si on fait mieux, si on va plus vite, si on fait mieux et que des principes comme ça sont respectés, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais je ne suis pas sûr que ça va marcher à cette vitesse. Je compléterai que le discours aussi que ça sert à tous et pour tout le monde est un discours assez gafaïste et qu'il ne faut pas oublier que si ça pourra servir à des gens qui n'ont pas accès à la santé, il y a 13 millions de personnes qui sont aujourd'hui hors de l'inclusion numérique et qui sont aujourd'hui loin de l'accès au net. Donc les difficultés d'accès se jouent aussi par rapport aux outils aujourd'hui. Monsieur et Jérémy. Oui. Oui, je peux y aller ? Oui, Michel Leopold-Jouvin, j'ai une question qui est la suivante, qui s'adresse à plusieurs acteurs. Le fait de la centralisation française, qui veut qu'on uniformise tout, n'est-il pas un risque majeur pour le pays, et notamment d'entraîner la disparition d'entreprises moyennes au profit de grands opérateurs, parce que justement on veut unifier les systèmes avec une vision centralisatrice, je ne veux voir qu'une tête, moyennant quoi on se prive d'opérateurs moyens et on ne réfléchit pas sur l'interopérabilité qui serait justement véritablement une solution parente pour avancer dans la digitalisation. C'est une question... Oui. Alors, c'est tout à fait exact, et c'est la raison pour laquelle, dans le scénario 2, qui est le scénario publicité, pour accélérer l'innovation et la mise sur le marché des nouvelles technologies, nous préconisons une territorialisation de ces organisations. C'est-à-dire que fonctionner par appel à projet, comme ça a été fait pour territoire de soins numériques, c'est pas pour ensuite avoir un seul opérateur et une seule tête.
Alors pourquoi c'est impossible? Ben, tout simplement parce que quand vous donnez de nouveaux outils, il faut la réalité, c'est que les médecins, un par un, doivent se saisir des outils. La réalité, c'est que les infirmiers, un par un, doivent se saisir des outils. Donc il faut qu'ils apprennent à les connaître et qu'on plébiscite eh bien, la convivialité de l'environnement du logiciel qui va le mieux. Et il faut savoir que dans chaque territoire, on n'a pas les mêmes professionnels. Donc ça veut dire que l'uniformisation dans ce cas-là, dans la mesure où on va avoir un usage tout à fait singulier, elle va prendre du temps et qu'effectivement, elle est bien plus... L'accélération vient de la multiplicité des appels à projets dans les territoires et c'est beau, et la concrétisation est bien meilleure plutôt que d'avoir un système descendant. Il faut solliciter un système remontant. Et monsieur, on vous invite à aller au forum Avenir Santé qui parlera justement de ces enjeux de territorialisation. Il y avait une question et deux questions. Puis... Oui, Frédéric Séchin, des 3S. J'ai entendu parler beaucoup d'innovation dans le milieu de l'hôpital, dans le milieu sanitaire, mais il y a aussi beaucoup d'innovations en ce moment qui sont en train de bouleverser aussi le secteur médico-social, le secteur du handicap avec les exosquelettes, avec les innovations aussi qui vont permettre aux aveugles de voir à nouveau, par exemple. Mais il y a aussi, nous, dans nos établissements, des innovations aussi avec l'intelligence artificielle, telles que les sols intelligents, qui permettent de détecter les chutes, qui permettent de détecter beaucoup de choses, mais aussi l'entrée de certains robots dans certaines structures, type Compaille et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment ou à un autre, qu'on aille vers du tout électronique, etc., qu'on s'appuie trop sur ces innovations, etc., et qu'on perde quelque part, à un moment, l'humain et le bon sens humain en faisant trop confiance à la machine qui va investir de plus en plus nos structures. Et est-ce que ça ne va pas être dans le champ du médico-social des éléments aussi qui vont permettre à certains de dire « moi je fais mieux que l'autre parce que vous voyez, j'ai du sol intelligent, j'ai ça », et économiquement dire ben, « vous voyez, moi je suis le meilleur parce que j'ai ces innovations ». Un mot rapide de chacun peut-être? Alors, nous, les acteurs interrogés, ne croient pas au tout robot ou toute intelligence artificielle. La solution qui rencontre l'adhésion, c'est de dire qu'effectivement, la division du travail va changer, les professions vont changer, mais que l'humain restera toujours et doit avoir le dernier mot. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on entend. Jean-Yves? Je me dépêchais en regardant un peu les gens qui viennent au guichet. Hein. On est à peu près à 250. Et c'est intéressant parce que la première année, il n'y avait pas de projet qui venait de ce que vous évoquez. Et maintenant, ça arrive assez massivement. Et c'est des projets très intéressants, puisque effectivement, c'est une complexité et c'est d'essayer de combiner des choses qui vont pouvoir avancer et se marier pour aboutir à des vraies solutions. Et en plus, il y a des marges là d'innovation considérables. Parce que, avec ce que vous avez évoqué, hein, les squelettes, mais les lits, les lits, là, moi j'en ai 4 là, qui sont en train de se déchaîner, dont des Suédois, etc., sur comment éviter les chutes, etc. C'est vraiment des projets sur lesquels il faut qu'on arrive, là encore, à mettre en place un système qui va pouvoir valoriser ces projets-là et leur permettre d'accéder au marché dans des conditions assez rapide, ce qui probablement est plus simple que des projets très compliqués avec des médicaments, etc. Donc je pense que c'est un champ qui est en train de se développer. Et là, hier, j'étais à la réunion sur la e-santé du SSR, et vraiment, il y a une vraie... puis il y a des très, très, très jolis projets, donc je pense que ça pourra avancer. Une question là encore. Oui, bonjour, donc Monsieur Rigal, DSIO. J'ai une question, puisqu'en fait, on voit depuis ce matin Big Data, un peu partout, vous nous en avez parlé. Le Big Data, hier, on l'appelait encore le Big Brother, avec la crainte que l'on avait. Aujourd'hui, les GAFA sont en train de le transformer en Big Mother, avec vraiment une autre définition, et surtout, en fait, passer les internautes pour, en fait, le produit. Et pour pouvoir capter toutes les données à valeur ajoutée que l'on peut voir à la fois données de santé, mais aussi au travers des mutuelles.
Le RGPD est passé par là, certes. Est-ce que ça sera suffisant pour que nous ne soyons pas que spectateurs en fait de cette captation de données et que nous, on soit juste que des petits acteurs du GAFA ou tout du moins des institutions financières? Hélas, il y a beaucoup d'alertes pour dire que la France est partie un petit peu en retard. Voilà. Mais je pense que le rapport de Cédric Villani a bien posé les choses et que même si on trouve qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent mis pour contrecarrer un petit peu cette offensive des GAFA, mais aussi des Chinois avec les BATX, voilà, en tout cas, l'Europe est en train on va dire, de se réveiller sur le sujet. Jean-Yves Fagon, un mot de complément dessus? Vous avez vu, j'ai pas situé ce terme-là pendant ce que j'ai pu dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est arrivé de façon massive et surprenante et qui se développe à toute vitesse. Mais pour l'instant, les questions que moi je pose bêtement à tous les porteurs de projets, c'est quel est l'objectif que vous avez pour votre projet? Pour l'instant, je n'ai aucune réponse réellement constructive pour tous les gens qui travaillent exclusivement sur des bases de données massives. Donc, on est sur une période qui est encore un peu très aléatoire avec des choses qui vont se développer ou qui ne vont pas se développer. Et je pense que c'est très difficile aujourd'hui de prédire. Donc il faut rester avec le principe que bien sûr ces projets doivent être mis en marche, évalués, mais aussi qu'on comprenne quand même qu'on ait de temps en temps des réponses à une question bête qu'on pose pour tous les autres projets. Mais c'est pour faire quoi votre projet-là? Ça serait quand même bien qu'on sache c'est pour faire quoi. Donc le jour où on saura, on va probablement pouvoir avancer. Avant, on est tous en train de soit de s'amuser à se faire peur, soit à se faire peur, tout court, sans s'amuser. Mais bon, il y a encore des marges, hein, et notamment avec les grandes structures, parce que effectivement, la Chine que vous avez évoquée est quand même quelque chose qui est au moins aussi une machine. Et puis il y aura aussi d'autres pays, d'autres circonstances. Donc je pense qu'on a un peu des marges, mais il faut utiliser ce temps-là pour nous anticiper sur dans les outils avec lesquels nous travaillons, vous travaillez, etc., pour s'occuper d'une partie de la population qui a besoin de soins, etc., de plein de choses différentes, et de voir quand même comment on est en capacité de s'adapter à des transformations. La télémédecine, par exemple, on voit bien qu'il y a une adaptation qui se fait, et puis ça prend un peu de temps, c'est un peu long, mais finalement le résultat est plutôt, quand il arrive à se mettre en place, il est plutôt favorable. Il y a comme ça aussi des projets qui sont très numériques, mais très, très basiques, qui sont des vrais apports et sans problème. Quand ça va rentrer dans des sujets beaucoup plus complexes, mais aussi beaucoup plus proche en termes de santé, c'est-à-dire que ça va impacter sur des thérapeutiques, sur des diagnostics, sur des conséquences. Je pense que là, notre machine se remettra en marche pour essayer d'assurer la sécurité de tout le monde. Jérémy, oui, si on peut lui donner le micro, parce qu'il voulait aussi poser une question ou faire commentaire un peu sur nos échanges. Oui, donc en vous remerciant tout d'abord les uns et les autres pour ces interventions extrêmement intéressantes et qui nous ont tenus mobilisés jusqu'à relativement tard dans l'après-midi. Donc merci beaucoup. Moi j'avais une petite question aussi, parce que vraiment ce sujet est très stimulant. Alors sans aller jusqu'au triomphe des GAFA et dans le prolongement de vos deux interventions précédentes, je m'interrogeais sur l'articulation entre innovation et développement économique, puisque finalement, à l'hôpital public, on l'a rappelé, on est sur des missions traditionnelles, soins, enseignement, recherche. L'innovation est au cœur de tout cela. Mais quand on fait de la recherche, quand on est dans les logiques d'innovation, on est sur une finalité de réponse aux besoins de santé de la population, du point de vue des acteurs hospitaliers dans l'immense majorité des situations. Beaucoup d'autres acteurs de l'innovation sont dans des logiques de développement économique. Alors ma question à 18h30 passée est à la fois basique et un petit peu dans la provocation, mais c'est parce qu'il est 18h30 passé. Est-ce que selon vous, l'un des scénarios prospectifs qu'il faut identifier pour les hospitaliers, ça serait d'élargir nos missions
au-delà de la santé publique, du soin, de l'enseignement, de la recherche, et aller jusqu'à des finalités de développement économique, ce qui pourrait renvoyer à des logiques d'articulation avec des technopoles, un certain nombre d'autres acteurs, avec des statuts extrêmement différents. Parce que finalement, c'était en filigrane de ce que vous évoquiez sur les appels à projets régionaux, ouverts à tous les acteurs, à tous les professionnels, avec des acteurs qui ne sont pas publics, qui n'attendent pas les évolutions de la réglementation ou le Xème anniversaire des ordonnances de Bray pour évoluer et partir sur des scénarios et des partenariats un petit peu offensifs. Voilà ma question de 18h36. Oui, alors c'est une excellente question. Il ne faut surtout pas vous éloigner des objectifs de santé publique. Ça, c'est la première chose. En fait, c'est parce qu'on ne travaille pas assez sur les objectifs de santé publique que l'on désespère un peu le patient et que l'on désespère aussi les professionnels, puisque tous sont attachés à la réussite de leur travail en termes de soins et de santé. Mais il y a des gains. Il y a des gains qui sont des gains, on peut dire, de productivité sur la réduction des actes inutiles, et on le sait avec le déploiement du numérique aujourd'hui. Et il y a des gains, alors là, qui peuvent être des gains de santé et des gains économiques. Alors, moi, je devais le faire dans mon intervention, je voulais vous parler de ce qui se fait dans les autres régions européennes. Et Cédric Arcos a fait une intervention dans le journal du dimanche, Le Parisien, qui allait dans ce sens. Dans les autres régions européennes, il y a une alliance objective des réponses aux appels à projets avec les institutions en charge de la santé, les acteurs territoriaux et les régions. Pourquoi ? Parce que la constitution de notre force européenne, elle s'appuie sur l'échelon régional. Et que l'échelon régional va chercher des subsides européens. Et que c'est comme ça que l'Espagne, le Portugal et l'Italie, mais même l'Estonie et les pays scandinaves, ont monté en puissance leur innovation et ont transformé en très peu de temps leur système de santé. Donc, il y a une alliance objective à avoir, mais vous, hospitaliers, vous, acteurs de santé, votre priorité, c'est la santé publique. Mais par contre, une alliance avec les régions et une alliance avec les territoires vous permet de fédérer et de répondre en ce sens en produisant effectivement de l'activité économique bonne pour le territoire et bonne pour les emplois. Ça, c'est un très bon teasing pour notre séquence de demain sur la territorialisation, on peut le dire.